Épisode numéro 9 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. Nous, c'est évidemment Charles-Alexis Brisebois ici à l'animation et Sébastien Berroir qui est là à la co-animation. Sébastien, comment ça va? Ça va bien. Re-bienvenue en live, mon Charles-Alexis. Merci. On a fait notre Merci. possible la semaine dernière, mais on n'avait pas notre animateur vedette. Fait que là, on revient dans nos pantoufles. Mais j'ai écouté la deuxième partie du podcast. Là. Évidemment, là, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, la première partie était préenregistrée. La deuxième était en live. C'est Sébastien qui était là avec le collègue Pascal Harvey. Ça a donné un bon résultat. Félicitations, les boys. Mais je suis content d'être là. Ceci étant dit, je pense que je l'ai manqué la semaine dernière pour les bonnes raisons. Parce que c'était relié au baseball, parce que c'était relié aux expos avec le film là, sur les expos là, qui était diffusé là, en première là, au cinéma Guzzo à Montréal. J'étais là avec mon père. Ça a donné. C'était le fun de voir ce film-là. Là. Les deux, on l'a bien aimé, Sébastien. Ceci étant dit, c'est toujours un petit peu triste de parler de la fin des expos comme ça, puis de parler de cette tentative de retour-là aussi, qui a finalement pas fonctionné. On dirait que c'est drôle, hein, mais ça fait pas si longtemps, ça fait 2 ans quand même là, que le projet de la garde partagée, on a mis la hache là-dedans, mais on dirait que j'avais oublié à quel point c'était gros. Parce qu'on n'est plus dedans au jour le jour. Tu sais, évidemment, je me souviens que c'était un gros projet. Là, on parlait du retour du baseball de Montréal. Mais on dirait que ça nous a remis dedans de se dire, hey, coudonc, on a fait quand même avoir une moitié d'équipe, ce qui est pas rien, puis ce qui est un projet qui, quand tu y repenses, c'était unique, puis tu y repenses aujourd'hui, puis tu dis, mon Dieu, c'était innovateur aussi là, de penser à cette solution-là quand même. Oui, oui. Puis juste avant, je veux juste être sûr, tu es en train de me dire que ton excuse de ne pas être là la semaine dernière, c'était vraiment important au point que tu pouvais manquer notre rendez-vous, là? C'est ça que tu dis? Oui, OK, exact. parfait. C'était pas Non, parce c'est que juste c'était ma être fête, sûr. là. C'était vraiment parce que Non, non, c'était. c'est bon. Non, mais oui, c'est pour en revenir au projet de la garde partagée. Oui, c'était innovateur. Oui, ça sortait un petit peu de l'ordinaire, ce qui faisait qu'on avait un petit peu de camp. Hein. On avait le camp de ceux qui pensaient que ça aurait aucune chance de réussir. Tu as Mhm. l'autre qui pensait que c'était une porte d'entrée vers peut-être un club du baseball majeur. On ne le saura probablement jamais si ça aurait marché. Par contre, ça aurait été quand même plaisant de l'essayer puis d'avoir des matchs de la MLB à Montréal, surtout au milieu de l'été où est-ce que la température est plus clémente. Mais comme je viens de le dire, on ne le saura probablement jamais. Puis là, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve à ce niveau-là. Ce qui m'a marqué aussi dans le film, Sébastien, évidemment, il y avait des souvenirs des belles années de 81, de 94, de toutes les années entre les deux, où les Expos avaient quand même des gros clubs, ne faisaient pas les séries parce que le meilleur deuxième n'existait pas. Mais quand même, c'était des bonnes équipes. Ceci étant dit, ce qui m'a marqué aussi, c'est de voir les images qui ont circulé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux quand le trailer du film est sorti. C'est la maquette de ce qu'aurait été là, le stade à Montréal. Un stade qui, j'imagine que tu as les images en tête. Là, pour ceux qui ne l'ont pas, là, je vous invite à faire une petite recherche. Là, on en avait parlé notamment là, sur le passionmlb.com. Un stade comme ça à Montréal, Sébastien, là, moi, ça m'a fait rêver là, dans le cinéma, je vais être bien honnête. Là. Ben, j'espère que ça fait rêver. Puis on en a parlé quelques fois depuis le début du podcast. Ça fait mal. Ça fait mal de voir ces images-là parce qu'on sait ce qu'on aurait pu avoir si près de chez nous. Tu sais, un petit peu un mélange entre le stade à San Francisco, celui à Baltimore, à Détroit. On dirait que c'était un beau mélange de plein de stades. Puis d'avoir ça à la porte de chez nous, puis de pouvoir y aller pratiquement tous les jours durant l'été. C'est ça, c'est que ça fait mal de revoir ça, puis de voir qu'on n'était pas si loin de l'avoir, mais qu'on a manqué de vision. Fait qu'à la place, Sébastien, on doit se rabattre sur les autres équipes du baseball majeur. Il y a 30 équipes dans le baseball. Il y en a une qui intéresse quand même plus les partisans de baseball au Québec là, depuis quelques années, les gens qui se sont ralliés à la cause des Blue Jays de Toronto. Donc, allons-y de notre bloc hebdomadaire sur l'actualité des Blue Jays. Okay. Blue Jays. Let's play baseball. Chez les Blue Jays de Toronto, cette semaine, Sébastien, qu'est-ce qui a retenu l'attention? Il y a encore des défaites. Là, au moment où on se parle, il y a quelques minutes à peine, les Blue Jays, les Royals et la MLB qui ont annoncé que
le match de jeudi n'allait pas se terminer. Il pleut là, depuis quelques heures déjà du côté de Kansas City. Les Royals, qui en sixième manche avaient l'avance, ce que ça veut dire, c'est que le match compte, il ne sera pas repris. Les Blue Jays n'auront pas besoin de revenir à Kansas City pour jouer un match, mais ont perdu. C'est une troisième défaite de suite pour les Blue Jays de Toronto. C'est une quatrième défaite en 5 matchs si on tient compte du match du dimanche contre les Padres de San Diego. Fait que ma question, naturellement, pour toi, Sébastien, comment on relie ça à John Schneider? Mais il y a toujours une façon de relier ça à John Schneider. Ouais. Puis je me disais vers le début de la semaine, ah, coudonc, on n'en parlera pas de John Schneider cette semaine pour une rare fois, ce qui est quand même une bonne chose pour les Blue Jays. Mais il a quand même trouvé le moyen de tirer son épingle du jeu de la mauvaise façon. Il y a Mhm. toujours une façon de relier les défaites des Blue Jays au gérant. Moi, ce qui me fascine, on va sûrement parler d'autres aspects par la suite, mais ce qui me fascine, c'est que ça ne fonctionne pas, l'attaque des Blue Jays présentement. Ah Puis on non, garde. Ben, je suis pas sûr, j'attendais d'avoir ta confirmation, mais je te le on confirme. garde le. Oui, merci de confirmer. On conserve cet alignement-là dans le même ordre. On fait pratiquement pas d'ajustement. On brasse pas la soupe, puis ça donne le même résultat. Donc, certainement que John Schneider a un mot à dire là-dedans. C'est sûr que ça va toujours être le département de l'analytique qui va avoir également son mot à dire, mais il faut que John Schneider change quelque chose parce que présentement, à part Dalton Varsho, Justin Turner, ça ne fonctionne pas cette attaque-là. Puis là, présentement, on conserve ça comme si on était premier dans l'Est l'américaine, que tout allait bien, qu'on frappait des circuits, qu'on produisait des points avec des coureurs sur les sentiers, mais ce n'est pas le cas. On est dans le dernier tiers de la Ligue dans pratiquement toutes les statistiques offensives. Mais pourtant, ça a l'air de bien se passer à Toronto. Le top 3 pas idéal. Hein? Tu regardes ça, George Springer, Vladimir Guerrero Jr., Beau Bichette. Pas exactement le top 3 le plus productif de la Ligue. Une chance que les 4 et 5 sont là, comme tu l'as dit, avec Turner puis Varsho. Mais tu peux pas juste te fier sur ces deux gars-là pour marcher. Même si Varsho roule bien. Qu'est-ce qu'il prend, Dalton Varsho, depuis 2 semaines? Ça, c'en est une bonne question. Là. Je sais pas quelle marque de céréales il a pris, mais il est mieux de s'en racheter une boîte puis deux pour pas que ça soit discontinué. Là. Oui, oui, il est mieux d'aller au Costco puis se ramasser une caisse parce que pour Ouais, c'est l'instant, ça. ça fonctionne. On ne sait pas combien de temps ça va fonctionner de la sorte. Ça serait une bonne chose que ça se poursuive encore longtemps cette saison parce que présentement, tu l'as mentionné, le haut de l'alignement. On s'était dit au début de l'année, c'est le haut de l'alignement puis il n'y a rien d'autre par la suite. C'est ces trois premiers frappeurs-là qui vont traîner le club. Puis pourtant, jusqu'à maintenant, c'est l'inverse. Il y a des joueurs qui pop à un moment ou à un autre. Là, présentement, c'est Varsho. Je ne sais pas ce qui a changé, mais il a l'air beaucoup plus confiant quand il arrive au bâton. Il a l'air un petit peu plus intimidant. Frappe la balle avec autorité. C'est des circuits, mais c'est également des coups sûrs, des bonnes présences au marbre. Donc, il a complètement changé son approche. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment il a fait ça, mais il doit continuer dans cette veine-là. La raison pour laquelle, à la base, là, on avait décidé de revenir sur John Schneider, c'est la décision de placer Addison Barger, qui a été rappelé, qui a joué son premier match dans le baseball majeur mercredi soir, après avoir dormi un gros 20 minutes la nuit d'avant parce qu'il a fallu qu'il trouve une façon de se rendre à Kansas City. Barger, qui est un joueur de troisième coussin, qui peut jouer dans le champ droit. Il n'avait jamais joué dans le champ gauche de sa vie, Sébastien, et on lui a dit ben, il y a une première à toutes. Ben, tu sais, je dis jamais. Peut-être qu'à l'âge de 8 ans, quand il était petit mout, peut-être, mais disons au niveau professionnel. Il n'avait jamais joué au champ gauche de sa vie. Puis là, on se dit, mais quelle belle occasion de lui donner un bon baptême de feu comme ça, de l'envoyer dans la gauche au lieu de dire on va envoyer un Ernie Clement, par exemple, ou un gars qui a peut-être un petit peu plus de millage dans le baseball majeur, puis pour qui cette différence-là pourrait être peut-être amoindrie. Mais non, on décide d'envoyer Barger qui a bien paru hein, sur un fly là, dans le champ gauche. Il a pris, euh, écoute, il a pris 8 mauvaises routes pour se rendre en retard à la balle sur un jeu de routine. Puis on ne peut pas le blâmer, Sébastien. C'est pas un voltigeur de gauche. C'est incroyable, tu sais. Et là, Schneider, Addison est arrivé dans le dugout. Puis là, Schneider, il a dit, toi, tu n'as pas dormi de la nuit, on va te placer au champ gauche. Arrange-toi comme tu veux, mais c'est là que tu vas jouer. On a Ernie Clement qui peut jouer là, on a IKF qui peut jouer là, on a David Schneider. Mais ce soir, c'est toi. Pour ton baptême, là, c'est là que tu vas aller jouer. Donc, c'est vraiment pas évident. Comme tu l'as dit, il a pris à peu près 8 mauvaises routes. Il est allé au nord, au sud, à l'est, avant de revenir à l'ouest pour que la balle lui passe par-dessus la tête. Finalement, ça a coûté un point. Puis si je ne me trompe pas, on a perdu ce match-là par un point. Je ne dis pas que c'est de sa faute,
Mais John Schneider n'avait pas à le placer dans cette situation-là dès son match dans la MLB. Donc, c'est une autre décision de John Schneider qui fait mal et qu'on ne comprend pas. Tu sais, c'est pas comme si John Schneider avait les mains liées, qu'il n'y avait pas d'option, c'était sa seule option. On a un blessé, on doit compenser, mais ce n'était pas le cas. On avait d'autres options. On aurait pu le placer à sa position naturelle au troisième coussin. Ça aurait très bien fait aussi. Puis le fait d'être à une position où est-ce que c'est pas nécessairement évident, où on n'est pas habitué, bien, probablement qu'également au bâton, c'était plus difficile aussi. Il y a tellement de choses à penser, tellement d'émotions à vivre aussi. Donc, on a eu le résultat qu'on a vu sur le terrain. C'est sûr qu'il devait avoir bien du stress. Puis là, en plus, tu frappes une balle, atteint directement le lanceur qui est obligé de sortir. Tu sais, tu dois te sentir mal. Ouais, Ça n'a ouais. pas dû être une superbe journée. Tu sais, il doit être content que cette journée-là soit derrière lui. Il n'a pas joué finalement lors du match de jeudi. Jouera-t-il vendredi? Ça reste à voir. En même temps, je ne peux pas croire qu'on l'a rappelé pour le laisser sur le banc pendant 2 matchs consécutifs. Là, j'ai l'impression qu'il va avoir sa chance. Sûrement au champ Espérons pour gauche. lui que ce soit. C'est ça, j'allais dire, espérons pour lui que ce soit au champ droit ou au troisième coussin. Mais en tout cas, là, ça, c'est un autre dossier. On verra là, ce que le bon John Schneider, ton préféré, décidera de faire. Et d'ailleurs, Sébastien, écoute, on ne voulait pas en parler, mais le sujet vient à nous. Il y a Martin qui nous pose une question par rapport au gérant des Blue Jays, donc tu vas être obligé d'y répondre puis de renflouer là-dessus, Ah, Sébastien. Martin qui nous dit, on peut-tu avoir un gérant créatif dans le style de Kevin Cash à un moment donné? C'est vrai que la question est bonne, Martin, parce que quand John Schneider est arrivé, on parlait de ces petits détails-là. On va être plus agressif sur les coussins, il va y avoir du hit and run, on va essayer de voler des buts. Puis présentement, on ne voit pas ça du tout. Là. Quand les gars sont sur les buts, ils sont tout simplement stationnés. Puis Sébastien, je ne sais pas jusqu'à quel point tu as regardé la série contre les Royals ou jusqu'à quel point tu as regardé les Royals cette année. Hey, ils sont fatigants sur les sentiers. Ils sont vraiment là. C'est des petites bébêtes un peu partout. Il y a beaucoup de vols de buts, beaucoup de tentatives. Les lanceurs sont dérangés. C'est un contraste là, qui est complet comparé aux Blue Jays de Toronto. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut demander à Daniel Vogelbach ou à Alan Roker de faire. Ce n'est pas la même stature de joueur que du côté de Toronto, mais ils sont beaux à voir jouer les Royals de Kansas City. oui, on a des très beaux joueurs de balle dans ce club-là avec Bobby Wood Jr. en tête. Mais on est agressif sur les sentiers, on est agressif dans notre approche au bâton, on est agressif dans toutes les facettes du jeu à Kansas City. Est-ce que c'est l'inexpérience, le fait qu'on n'a pas de pression qui fait ça? Probablement. Et également les décisions du gérant qui sont toutes à l'inverse de celui des Blue Jays. Euh, Quand on a un club qui, tu sais, les Blue Jays, on le sait, on a un lent début de saison, surtout pour les gros frappeurs. Mais même si ces gros frappeurs-là frappaient à la hauteur de leur talent, on n'a pas nécessairement la puissance de certains autres clubs du baseball majeur, comme les Yankees, les Dodgers, les Braves, les Orioles même. Donc, il faut créer nos points d'une autre façon, puis là, on ne le fait pas. On attend le circuit de 3 points, on place des coureurs sur les sentiers, ça, ce n'est pas un problème. On en place des coureurs sur les buts, mais ils ne viennent jamais croiser le marbre par la suite. Donc, il faut trouver un moyen de les faire marquer d'une autre façon qu'avec la longue balle, parce que présentement, on ne la frappe pas, cette longue balle-là. Vladimir Guerrero s'élance toujours ou presque pour la longue balle, mais ça ne fonctionne pas. Puis les autres frappeurs également, même Justin Turner, il a un bon début de saison, mais il ne va pas nécessairement frapper la longue balle. Donc, il faut trouver une autre façon de le faire, puis ça part des décisions du gérant. Je reviens un peu à la question de Martin, là, d'avoir un gérant créatif. Je sais, Sébastien, qu'il y a une décision que tu n'as pas aimée, puis on va dire qu'il a été trop créatif là-dessus. Là, on dirait qu'il a essayé de réinventer le baseball. Faire frapper Beau Bichette puis Vladimir Guerrero à l'inverse, là, de mettre Guerrero 2 puis Bichette 3. On peut-tu avoir un gérant créatif, justement, pour reprendre les termes de Martin, puis de replacer ça dans un ordre qui est plus normal, là, parce que je te l'annonce, là, Sébastien, là, l'expérience, ça ne marche pas. Non, ça ne fonctionne pas, effectivement. Puis, admettons là, qu'on se dit, on essaye cette expérience-là parce qu'on doit avoir il doit y avoir quelques petits génies qui ont décidé que c'était la bonne chose à faire. Mettons qu'on l'essaye, mais là, on voit que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut revenir à un alignement qui est digne d'un club du baseball majeur avec un frappeur qui, tu sais, oui, présentement, peu importe, on les mettrait dans l'ordre ou dans le désordre, ça ne fonctionne pas. Mais les joueurs de baseball sont quand même des joueurs d'habitude. De changer cet ordre-là, ça peut créer un changement dans les habitudes. Est-ce que Bobichette a changé son approche au bâton? S'il frappait plus haut dans l'alignement, voudrait se rendre sur les sentiers, essaierait moins d'y aller pour la longue balle, peut-être. Mais là, on doit faire un changement. Tu sais, ça ne fonctionne pas, donc on ne peut pas continuer à y aller dans le même sens.
Vladimir Guerrero Jr., le sujet est sur toutes les lèvres présentement. J'ai lu un commentaire quelque part dans les derniers jours qui disait on dirait que c'est toujours amplifié quand on parle des erreurs de Guerrero Jr. C'est pas faux. Denis Labrie, ici, qui nous dit qu'il est trop nonchalant, qu'il a de la misère à aimer ce joueur-là. C'est vrai que son père était pas exactement ici du même moule. On dirait qu'il avait un petit peu plus une rage de victoire qu'on retrouve pas nécessairement chez Junior. Mais en ce moment, là, suite à la fameuse erreur que vous avez peut-être vu tout le monde là, de Guerrero qui n'a pas été capable d'attraper un roulant de routine, pas un roulant, excuse-moi, mais un relais de routine de la part de Isaiah Kenner-Falefa qui a fait un beau jeu défensif. Il a été imputé d'une erreur. Il y a 3 points qui ont marqué à la suite de ça. Donc, Kevin Gossman qui a eu 3 points à sa fiche, aucun mérité. Le club qui perd 3-2. C'est une erreur qui a vraiment coûté le match à ce niveau-là. Puis Denis a raison, c'est un joueur qui est nonchalant en ce moment, Guerrero. Puis sa dernière grande saison à la hauteur de son talent, elle commence à être loin. C'est en 2021. Puis après ça, ben, on se souviendra des commentaires de ça, c'est juste la bande-annonce, le film s'en vient. Mais le film, ça fait une couple d'années qu'il est en production. Puis je pense que le producteur, il a pris une couple d'années off. Là. Ouais, on a-tu manqué de budget puis on a abandonné le projet ou on ne sait Ouais. pas ce que ça s'en va, ce Mhm. film-là? C'est Mhm. vrai que tout est amplifié parce qu'on a des grandes attentes envers Vladimir. On l'a vu dans sa saison 2021, si je ne me trompe pas. On voit ce que ce joueur-là est capable de donner. Mhm. Par contre, on sait que Vladimir, c'est un joueur qui est inconstant. C'est un joueur qui semble avoir de la difficulté à faire les ajustements. Puis oui, comme Denis le disait, c'est un joueur qui, par moment, est nonchalant puis qui peut coûter ce genre d'erreur-là qui, finalement, a coûté le match. Et c'est vrai que c'est amplifié aussi parce que c'était sa seule erreur de la saison. C'était sa première jusqu'à maintenant. Mais c'est une erreur à un mauvais moment, puis c'est une erreur qui ne peut pas survenir. Il va y avoir des erreurs dans la saison, c'est sûr et certain. Mais est-ce que ça peut être sur un jeu qui est beaucoup plus difficile, que peut-être que le marqueur va donner une erreur, mais c'était un jeu qui n'était pas facile à réaliser. Mais là, il y a un relais dans son gant, puis il ferme le gant trop tôt ou la balle est sur le bout de son gant. Donc, c'est un peu impardonnable pour un professionnel avec ce talent-là. On le sait qu'il possède le talent, mais il ne le met pas toujours en avant au bon moment. Tu sais, les erreurs entre toi et moi, c'est arbitraire dans le sens où tu l'as dit, tu sais, le marqueur officiel peut donner une erreur, peut donner un coup sûr, ça dépend. Mais c'est outre cette erreur-là qui était sa première officiellement si tu regardes dans la section erreur de Vladimir Guerrero Jr. en 2024, mais c'est la façon dont il se comporte, c'est la façon dont il ne court pas toujours au premier, c'est la façon dont il dit qu'il est sauf avant d'arriver sur un relais, puis peut-être que s'il avait couru un petit peu plus, il aurait été sauf pour vrai au lieu d'être sauf dans sa tête. Tu sais, je pense que c'est ça aussi là, qui commence à insulter le monde parce que c'est un talent, un vrai, de vrai talent. Quand il décide de dévisser une balle, Guerrero Junior, puis qu'il s'élance de tout son fort, il n'y a pas grand monde qui est capable d'envoyer la balle plus loin que lui. Mais présentement, il ne le fait pas vraiment. Puis c'est ça le problème. Parce que si ce gars-là se lève, ben, probablement que ça aide Bichette puis que ça aide Springer qui frappe alentour de lui, puis probablement que ça inspire les autres, puis l'attaque attire l'attaque, là, comme on dit. Je sais pas si on dit ça, Exact. mais moi je le dis du moins. Là. Tu viens de le dire. Fait que l'attaque attire l'attaque, puis ça doit partir d'un gars comme lui. Là. On ne peut pas mettre cette responsabilité-là sur, en tout respect, Ernie Clement. Non, c'est en plein ça. Mais on prend juste l'exemple de Juan Soto avec les Yankees. C'est Ouais. un joueur, mais il a changé 100%. complètement cet alignement de frappeurs-là. Ouais. C'est pas les Yankees de l'an dernier, de v'là 2 ans, Mhm. qui s'élançaient Mhm. sur n'importe quoi. On avait des joueurs avec du talent, mais ça ne produisait pas offensivement parce qu'on voulait y aller pour la longue balle. Là, on a un leader qui se rend sur les sentiers, qui prend ses balles. Puis ça a un effet sur le reste de l'alignement. Ça serait exactement la même chose avec Vladimir, mais on dirait qu'il ne semble pas vouloir le faire, ne semble pas avoir le désir de le faire. On le voit arriver au concours de coups de circuit, puis on dirait que c'est le meilleur joueur de la Ligue parce qu'il semble avoir du plaisir à faire ça, mais dans les matchs de saison régulière de son équipe, c'est pas Mhm. tous les soirs qu'on voit le même désir, le même plaisir de jouer au baseball. Ah, en effet, t'as raison à ce niveau-là. Tu sais, c'est un sujet qui continue de faire jaser, qui alimente les blagues aussi. Martin qui nous parle des bons burgers de Vladimir Guerrero Jr., qui lâche AEW, nous dit Martin. Euh, on a une question aussi, Sébastien, en lien avec les Blue Jays ici. Michael Lachance qui nous dit avec la difficulté qu'ont les Jays à produire des points, est-ce que le rappel d'Orelvis Martinez serait une option à considérer? J'ai l'impression, Michael, puis Sébastien, tu me diras ce que tu en penses.
j'ai l'impression qu'on l'a considéré quand est venu le temps de remplacer Kevin Kiermaier, qui a pris le chemin de la liste des blessés. C'est pour ça qu'Alison Barger a été promu par ailleurs. J'ai l'impression que ce qui a fait la différence, c'est que le besoin était au champ. Puis là, ben, tu me diras que Barger ne joue pas dans le champ gauche, mais au moins, il joue dans le champ droit. Martinez, défensivement, c'est beaucoup plus difficile. C'est un joueur d'arrêt-court qui jouait plus au troisième but. Là, il joue exclusivement au deuxième but cette année. Karen Biggio n'est pas le problème au deuxième but. J'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression, je vais te le dire, là, en pensant, j'ai formulé ma pensée, j'ai l'impression que les Blue Jays s'en fâchent dans des détails. J'ai rien contre le rappel d'Alison Barger parce que c'est un bon espoir qui roulait bien. Mais j'ai l'impression qu'on s'est dit, ah, tu sais quoi, Martinez, il joue aux deux, puis on n'a pas de besoin aux deux. Ah, puis Martinez est un frappeur droitier, Barger est un frappeur gaucher, on a besoin de gaucher, puis Kiermaier, c'est un gaucher qui s'est blessé, on va le remplacer par un gaucher. J'ai l'impression qu'on s'est enfargé dans ces détails-là au lieu de se dire, hey, ce qu'on a besoin, c'est de l'attaque, puis celui qui frappe le mieux des deux, c'est Martinez. Fait que, comme je te dis, rien contre le rappel de Barger, mais est-ce que Martinez aurait été une meilleure option? Possiblement, oui. Puis rendu là, s'il frappe, je te l'annonce, Sébastien, là, tu y trouves une place. Ou tu envoies Kevin Biggio dans le champ gauche, ou tu t'organises autrement, mais il y a des solutions pour une équipe qui a besoin d'attaque, puis tu ne la saisis pas nécessairement. Tu sais, c'est pas John Schneider le problème dans ce club-là, finalement. Là. Non, 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 il y en a plusieurs problèmes, puis c'est absolument rien comme Barger, comme tu l'as mentionné. Il y a eu un bon début de saison dans les mineurs, méritait d'être rappelé. Mais c'est pas comme si on manquait d'options. On l'a mentionné tantôt, on peut bouger des joueurs, des Ernie Clement, des IKF qui peuvent jouer au champ extérieur. On a plusieurs options pour mixer ce line-up-là, mais on ne le fait pas. Comme tu dis, probablement qu'on s'attarde à des détails. Gauche, c'est vrai qu'on manque de gaucher dans cet alignement de frappeurs-là, mais est-ce que c'est nécessairement un gaucher qui va faire toute la différence dans ce line-up-là? Je ne crois pas. Premièrement, ça va partir des leaders. C'est eux qui doivent donner le ton. Mais si on doit rappeler des jeunes, peu importe, eux aussi doivent frapper. On a besoin d'offensive dans ce club-là. Ce n'est pas nécessairement la défensive, on l'a vu. On fait les jeux défensivement. Donc, il n'est pas là le problème. Ça prend du bâton. Donc, peu importe qui nous donne ce bâton-là, nous donne cette offensive-là, on se doit de le rappeler. Même si ce n'est pas à eux de faire ce travail-là présentement, il y a d'autres gars qui doivent se lever. Puis on s'entend que c'est important là, de balancer gaucher-droitier. Si ça avait été si important que ça pour les Blue Jays, il l'aurait fait durant la saison morte. Il aurait Ah oui, trouvé une façon. Tu sais, tu peux signer. Tu sais, OK, ils ont essayé de il y signer a Shohei Vogelbach. Ohtani, qui d'ailleurs, au moment où on se parle, doit être dans un avion vers Oui, Toronto. oui, oui. C'est un signe. Mais tu sais, t'aurais pu essayer plus fort pour Juan Soto. Tu aurais pu, aussi niaiseux que, hey, au lieu de signer Justin Turner, ramène Brandon Belt, qui est un gaucher puis qui a fait la job. Tu sais, si ça avait été important, il aurait pu avoir des solutions, mais à la place, on a décidé de patcher avec des Vogelback ou des gars, comme tu l'as mentionné, Joey Votto, là, qui n'a même pas encore recommencé dans les mineurs. C'est correct si c'est ta stratégie, mais après, il ne faut pas que ça influence le reste. Il ne faut pas que tu dises, ah ben écoute, je n'ai pas pensé au gaucher durant la saison morte, je vais y penser là, je vais rappeler Barger au lieu de Martinez. Tu sais, rendu là, c'est plus important. Ça l'était durant la saison morte, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ça le sera peut-être rendu à la date limite, mais pour un rappel du mois d'avril, il ne faut pas nécessairement que ce soit un facteur. Donc, j'espère pour les Blue Jays que ça ne l'a pas été, mais il y a une petite partie de moi qui se dit quand même que ça l'a probablement. Non, on avait un travail à faire, puis on ne l'a pas fait. Tu sais, as parlé de Brandon Belt ou Justin Turner. Il aurait pu ramener les deux. Ben, amener Turner et ramener Belt, c'est Vogelback qu'on aurait laissé de côté. Tu sais, imagine un alignement de frappeurs où est-ce que Brandon Belt s'ajoute dans le top 5 offensif. Je pense que ça change un petit peu la donne. Puis peut-être que présentement, étant donné que Vladimir Bobichette ne frappe pas, mais on pourrait les descendre dans l'alignement, puis peut-être monter un Brandon Belt. Mais on ne l'a pas fait, puis là, on en paie le prix. Sébastien, le temps file. Passons maintenant, après avoir débattu violemment sur les Blue Jays de Toronto, violemment. Passons maintenant à notre bloc ailleurs dans la MLB. Ailleurs dans le baseball majeur, Sébastien, avant de commencer sur ce bloc-là, on a un commentaire qui qui se prête bien ailleurs dans le baseball majeur. J'ai envie de te le soumettre, là, une question de Denis ici. On voit que la coche entre les mineurs et la MLB est immense.
Jackson Holliday, le Sébastien, qui a présentement toutes les difficultés du monde à s'adapter au baseball majeur. Moi, personnellement, je l'avais comme recrue de l'année. J'imagine que bien des gens aussi. Moi aussi. J'avais pas un 2 en 30 ou un quelque chose comme ça pour Jackson Holliday pour commencer sa carrière dans le baseball majeur. Là, on sait qu'il y a une marche, mais c'est surprenant de la part d'un gars qui a vraiment tout cassé et qui n'avait plus rien à prouver dans les ligues. Ouais, c'est pas surprenant que ça soit difficile, mais c'est surprenant que ça le soit à ce point-là. On dirait qu'il est pas capable d'acheter un coup sûr, un petit peu malchanceux par moment, mais ça fait partie du baseball. Tu sais, le baseball, c'est un sport de séquence. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. Puis quand ça va mal, puis que tu es un jeune joueur qui fait ses débuts dans le baseball majeur, ben on dirait que ça va encore plus mal. Puis là, tu es comme dans une roue. Je suis vraiment pas inquiet pour la carrière de Jackson Holliday. Ça va finir par débloquer. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas la pression de performer puis d'amener ce club-là en série. Le club va le faire tout seul. Présentement, on est en tête ou presque en tête avec les Yankees de New York dans l'Est américaine. Donc, on doit lui laisser sa chance. Il n'y a aucun doute qu'il va débloquer dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais pour le moment, c'est sûr que ça paraît un peu mal et c'est difficile, mais ça va venir. Me semble qu'on aimerait mieux voir Jackson Holliday voler le show plutôt que les arbitres, mais on est présentement en ce 25 avril 2024 dans un monde où on parle beaucoup trop des arbitres. Évidemment, il y a la fameuse séquence qui concerne Aaron Boone là, qui a marqué l'imaginaire. Là, tu peux peut-être la rappeler aux gens là, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Là. On a un Aaron Boone, gérant des Yankees, qui, en première manche, si je ne me trompe pas, c'était même le premier frappeur, est en train de s'examiner les ongles par un bel après-midi du mois d'avril et l'arbitre se retourne et l'expulse du match parce qu'il a entendu quelque chose. Mais ce quelque chose-là venait d'un partisan tout juste derrière l'abri des Yankees qui avait crié à l'officiel derrière le marbre, probablement des petits mots doux. Mais c'est Boone qui en a écopé. C'est sûr que Aaron Boone a quand même un historique. C'est sûr que Boone avait déjà dit quelque chose à l'officiel, mais il s'était entendu. Il avait posé une question et les deux parties s'étaient entendues. Mais là, de voir un gérant se faire expulser pour un commentaire d'un partisan dans les gradins, et c'est pas seulement ça. Après le match, l'officiel ne s'est pas rétracté. Il a dit qu'il avait entendu quelque chose qui venait de cet environnement-là, puis qu'il y avait quelqu'un qui devait payer. Puis celui qui devait gérer ça, c'est le gérant, donc c'est lui qui devait être expulsé. Donc, il y a une certaine impunité chez les officiels là, qui est vraiment pas bien, autant à ce niveau-là que sur leur performance en tant qu'appel de balle de prise, de retrait ou de joueurs sauf. C'est ça qui est vraiment dérangeant depuis le début de la saison, puis depuis plusieurs saisons. Là. Moi, ce que je retiens surtout des arbitres, évidemment, des séquences comme celle d'Aaron Boone, là, ça marque l'imaginaire. On peut penser à Juan Soto qui s'est fait retirer sur des prises en ne voyant absolument aucune balle dans la zone Zéro. des prises. Zéro, zéro comme dans la Ouellette. Oui. C'était franchement impressionnant. Mais c'est ça. Tu sais, moi, c'est cette zone des prises-là que tu vois beaucoup là, de cadres. Là, tu sais, c'est plusieurs pouces à l'extérieur de la zone des prises, puis c'est appelé comme troisième prise. Ça te met fin à des manches, ça met fin à des matchs. C'est normal que ça arrive une fois de temps en temps, Sébastien, mais ça arrive quand même vraiment, vraiment souvent ces temps-ci. Puis s'il y en a un qui est tanné, même s'il n'a pas lancé une manche encore cette année, c'est Max Scherzer. Max Scherzer, pour ceux qui n'ont pas vu ses commentaires, Scherzer, il a dit que, en gros, il voulait qu'on garde les arbitres parce que la grande majorité font du bon travail, mais il veut trouver une façon de les juger. Fait qu'il veut qu'avec la technologie qu'on utilise, voir c'est qui les meilleurs, c'est qui les pires, qu'on en fasse un classement et que ceux qui sont au bas du classement, tu détermines soit un nombre ou un pourcentage, les 10% pires ou quelque chose comme ça. Ben, tu les envoies dans les mineurs, tout simplement. Ils sont rétrogradés comme des Jackson Holliday qui ne performent pas. Jackson Holliday qui n'a pas été rétrogradé, mais qui pourrait très bien l'être. Donc, lui, il veut que les arbitres sont imputables de leur performance, puis que si t'es pas bon, ben tu t'en vas dans le baseball mineur, puis tu t'en vas retravailler sur ta game, puis tu t'en vas travailler sur ta zone des prises, exactement comme un frappeur qui a de la misère le ferait. On s'entend, Sébastien, ça n'arrivera pas. Là, je veux dire, les arbitres qui ont un syndicat qui est visiblement très, très fort. Là. Si Angel Hernandez a encore une job, là, moi, je veux ce gars-là à la tête du syndicat pour mes prochaines négociations en tout genre. Là. Il va me gagner quelque chose à tout coup. Mais l'idée n'est pas vilaine, c'est d'amorcer une réflexion, de dire comment on peut rendre ces gens-là un petit peu plus imputables de leur performance, de dire
Tu es quand même dans MLB, toi aussi. Tu es un arbitre dans le baseball majeur, tu es supposé être au sommet de ton art. Tu peux pas voler la game. Non, c'est ça. Mais tu sais, l'idée n'est pas folle, mais on s'entend que ça n'arrivera jamais, là. Ce cercle-là des officiels du baseball majeur est plus protégé que le Pentagone aux États-Unis. C'est incroyable, cette impunité-là. Si moi et toi, dans nos jobs, on ne fait pas le travail, on va se le faire dire. On va avoir des avertissements et éventuellement, on va perdre notre job. Eux, à chaque année, à chaque année ou presque, on le sait, c'est Angel Hernandez, le pire officiel du baseball majeur. Et pourtant, il est là. Il a sa sécurité d'emploi. On le sait qu'il va être là l'année prochaine. Il y a juste lui qui peut décider de partir. Donc, c'est vraiment un problème. L'idée de Scherzer n'est pas mauvaise, mais on le sait que ça n'arrivera pas. Mais je pense qu'il y a quand même d'autres solutions qui doivent être mises en place pour régler ce problème-là. Puis, c'est pas d'enlever les officiels. Les arbitres doivent demeurer là, mais on doit avoir un système où on peut challenger certaines décisions, certains appels de balles et de prises qui ont un impact direct sur le résultat du match. Puis, je ne dis pas d'avoir 10 challenges par match, mais si on en met 2 ou 3 à des moments opportuns, bien, au moins, on garde un petit peu l'intégrité de la rencontre. Il y a peut-être une façon de travailler autour de ça, de se dire justement un exemple, tu en as deux ou tu en as trois, quelque chose comme ça. Puis si tu réussis ton appel, tu le perds pas. Tu le gardes. Tu sais, un exemple, tu commences à trois. Si tu as raison, tu restes à trois. Si tu as tort, tu descends à deux. Tu sais, il Mais faut une façon de ne pas rallonger les matchs parce qu'on sait évidemment que Rob Manfred a l'objectif inverse, là, il veut les raccourcir. Puis on veut pas non plus s'apparenter à ce qui fonctionne pas dans les autres sports. Là. Tu sais, prenons l'exemple du hockey où des fois, tu as des révisions qui durent 10 minutes parce que tu veux voir si le bout du patin a traversé la ligne bleue 5 minutes avant. Tu, sais, tu veux trouver l'équilibre entre les deux, mais tu veux pas non plus, comme je disais, là, que les arbitres volent des moments importants dans le match. Donc, je suis sûr que c'est un débat qui va continuer à faire jaser. Mais c'est le fun, Sébastien, parce qu'il y a toujours des débats comme ça qui sont le fun à avoir, tu sais, comme les blessures des lanceurs, les performances des arbitres. C'est de ça qu'on veut parler quand on parle de balle. Hein? Ça revient tout le temps. Mais juste pour conclure sur ce sujet-là, je pense pas que ça ferait que les matchs seraient beaucoup plus longs. On l'a vu dans les rangs mineurs, le frappeur se retourne, tape sur sa tête, l'arbitre regarde l'écran, on voit si c'est une balle ou une prise, on passe à d'autres choses. Le lanceur pourrait faire la même chose. On aurait un nombre maximum de challenge durant un match. Donc, je ne pense pas que ça soit ça qui fasse que les matchs seraient vraiment plus longs. On le fait pour les jeux sur les sentiers. Pourquoi on ne le ferait pas pour les balles et les prises qui ont autant un impact, sinon plus que certains jeux sur le terrain? Puis si ça arrive, là, j'ai déjà hâte d'écrire un texte pour dire hey, tel joueur a été très, très selfish, il a utilisé le coup pour essayer de s'en sortir en sachant très bien que c'était pas bon, il a perdu un droit d'appel pour son équipe, puis en neuvième manche, il y en a une qui était évidente, mais le club avait plus d'appel, fait qu'ils ont perdu à cause de ça, puis blablabli, puis le gérant n'est pas content. Ça serait le fun d'écrire des textes de même, hein? Il me semble que je vois déjà Vladimir Guerrero demande une revision. Il n'a pas gain de cause, les Blue Jays échappent le match. Il me semble que c'est comme déjà écrit là. En effet. Sébastien, on a parlé un petit peu des Yankees. Restons dans cet environnement-là. Les Yankees de New York, qui d'habitude sont assez conservateurs au niveau des blessures, on donne des journées de congé, puis des journées de congé, puis même quand tu penses que tu es prêt, je vais te donner un autre congé, puis je vais te ramener comme frappeur de choix, puis je vais te redonner un congé le lendemain. Avec DJ LeMahieu, on a utilisé la stratégie totalement inverse. On a dit, ben regarde, t'es pas tout à fait prêt, mais je m'en fous, je vais te ramener. Les médecins ont dit, hey, tu sais quoi, son pied est pas prêt à jouer. Puis là, il est allé jouer, puis tu vas être surpris d'apprendre que, mon Dieu, les médecins, ils savent de quoi ils parlent. DJ Maillot s'est reblessé au pied, mais comment on aurait pu éviter une telle catastrophe? Hey, on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé. C'est incroyable. Incroyable. Tu l'as dit, on distribue les congés comme on distribue des bonbons à l'Halloween. À New York, là, il y a, tu sais, Juan Soto, là, tu sais, habituellement, il joue ses 162 matchs par année. Là. Je ne sais pas comment il va faire à New York parce que Aaron Boone va trouver le moyen d'y donner 3-4 congés dans l'année, même s'il est en parfaite santé, si tout va bien, s'il traîne le club vers le haut. On en donne des congés, on a peur que les joueurs se blessent, donc on est plus prudent que n'importe quel autre club dans la MLB. Mais là, tout d'un coup, on a un DJ LeMahieu qui est frustré parce qu'il ne peut pas jouer, parce qu'il est blessé. Puis là, on lui accorde ce petit passe-droit pour aller commencer son programme de réhabilitation. Puis, comme tu as dit, surprise, ça ne s'est pas bien passé. Et retiré en deuxième manche, une apparition au bâton, une demi-manche en défensive.
puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas, que la blessure, finalement, les médecins, comme par hasard, avaient vu que sa blessure n'était pas complètement guérie. Incroyable. Ça me fait penser un petit peu à la situation d'Alek Manoa. Tu sais, l'an passé, il avait dit: Ah, j'ai mal à l'épaule, je vais recevoir des injections. Puis là, les médecins, ils ont dit: Ah, tu sais quoi? Je suis pas sûr que je suivrais cette route-là. Puis il dit: Non, c'est moi qui décide. Il en a subi. Puis là, qu'est-ce que tu sais? Deuxième semaine du camp d'entraînement l'année d'après, il se blesse à l'épaule. Fait que, tu sais, je comprends que tu sais comment tu te sens toi-même, mais à un certain point, il faut savoir aussi écouter les conseils de ceux qui c'est leur métier de savoir ça. On l'a échappé là, présentement du côté de New York. Euh, Au moins, bon, il y a. Tant que ça n'arrive pas à Juan Soto, j'imagine, parce que ça va bien là, quand même, Juan Soto. J'espère. Mais c'est justement ça le point. C'est pas comme si les Yankees étaient dans le Mhm, fond du classement, que là, on avait la mhm, pression là, du Bronx, là, ouais, qu'on doit mhm, performer, on doit trouver une solution. On ramène le mhm, maillot en urgence, on prend mhm. une petite chance. Mais là, ça va bien. On est premier dans l'Est. Tout va bien. Oui, on a certains matchs que ça ne fonctionne pas, mais ça, c'est comme n'importe quel autre club dans le baseball majeur. Puis là, on précipite le retour de le maillot. Donc, effectivement, il ne faudrait pas que ça arrive à un autre joueur de la trempe de Juan Soto, Aaron Judge. On doit apprendre de cette erreur-là parce que présentement, on performe sans le maillot, mais on ne performera pas sans Soto et Judge. Ça, on s'entend là-dessus, là, c'est des pièces pas mal différentes. On a vu là, sans Judge puis sans Soto, là, par la force des choses, là, de Oui, quoi les Yankees de 2023 avaient l'air. Tu ne veux pas retourner là. Le Soto est trop important présentement. Joue comme un joueur là, qui pourrait être le MVP là, dans l'américaine. Donc, non, belle acquisition là, des Yankees, puis ils doivent le protéger. Euh, Sébastien, on a des devins parmi nos auditeurs parce que je vois des questions ici sur des sujets qu'on avait justement en banque. Je vois ça ici, c'est écrit Astros pas bon sur ma, sur ma feuille là, que j'ai sur le côté. Puis on a justement des questions sur les Astros qui sont pas bons. Vraiment, là, c'est un début de saison qui est horrible pour les Astros de Houston. Je pense que personne n'avait prévu ça. C'est même pas un lendemain de veille parce que quand il se rendait en série mondiale, il était même pas aussi mauvais que ça l'année suivante. Là, on s'est rendu en série de championnat du côté de Houston en 2023. Denis qui nous dit, je sais pas pour vous, mais très content de voir les Astros tricheurs en arraché. Je pense que c'est le cas de bien des gens, Denis, en effet. Euh, Ça se mélange bien peut-être à une question de Francis comme ça. Est-ce que vous pensez que le jeune Loperfidio des Astros va arriver dans les majeurs bientôt? Les Astros, qui sont une équipe qui est quand même très, très, très hypothéqué au niveau des blessures, surtout au niveau de la rotation, là, qui est quasiment toute absente. Pas exactement parce que Justin Verlander est revenu, mais il y a beaucoup de lanceurs partants qui sont sur les lignes de côté, un peu partout dans l'équipe. Il y a des blessés, il y a Josh Hader qui ne fonctionne pas du tout. Il y a beaucoup de trous à combler, puis peut-être que d'amener un jeune, en effet, ça pourrait injecter un petit peu de sang neuf à cette formation-là qui est vraiment pas bonne cette année. Là. Pas inspirante du tout, la formation des Astros. non, ça va vraiment pas bien. Mais oui, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont faire leur première apparition dans le baseball majeur plus tôt que prévu parce qu'on va avoir besoin justement de cette étincelle-là qu'on n'a pas depuis le début de la saison. On a quand même une formation expérimentée, une formation de vétérans pour la plupart, mais présentement, ça ne marche pas, puis ça ne marche pas pour plusieurs raisons. Tu l'as dit, les blessures, ça fait mal, mais c'est pas seulement ça. L'enclos de relève, c'est un distributeur de ballons de plage. À chaque fois qu'on place un releveur dans une situation où est-ce qu'on a besoin d'une bonne performance, ça ne fonctionne pas. Cette attaque-là, à certains niveaux, a quand même réussi à être opportuniste. Mais par contre, il y a des joueurs qui doivent en donner plus. José Abreu, qui est le pire frappeur de tout le baseball majeur depuis le début de l'année, il n'y a rien qui fonctionne au bâton. Puis il y a certains joueurs qui amènent leur bâton en défensive. Donc, c'est un peu un cercle vicieux qui est en train de s'installer à Houston. Puis si ça continue comme ça, oui, c'est vrai qu'il est encore tôt, qu'on peut renverser la vapeur. On l'a déjà vu avec les Phillies de Philadelphie il y a quelques années. Mais ça va être très difficile. Puis, tu sais, on le savait que ça allait arriver à un moment ou à un autre avec les Astros. Mais à ce point-là, et si tôt, je ne suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup qui avaient prédit ça. Non, c'est ça, c'est une cassure qui est quand même importante. Mm. Tu as mis le doigt là, sur Rosa Abreu là, qui est vraiment un des pires frappeurs. Si c'est pas le pire frappeur du baseball majeur présentement depuis le début de l'année, pour revenir à la question de Francis, un gars comme Joey Leperfido qui peut jouer au premier but, à un certain point, est-ce que tu peux lui dire, ben écoute, c'est peut-être pas ta position la plus naturelle, mais va prendre des répétitions au premier coussin parce que ça se peut qu'on ait besoin de toi dans le baseball majeur. Ça pourrait être une bonne idée, puis peut-être que les Astros sont rendus là.
Tu sais, je regardais ça, là, Sébastien, là, en date de jeudi soir. Les Astros qui ont une fiche de 7-19, 12 matchs en bas de 500. On est le 25 avril. Il y a une équipe qui est pire que les Astros dans l'américaine en ce moment. C'est les White Sox de Chicago qui ont 3 victoires, 22 défaites. Pas exactement une fiche glorieuse, là, on va s'entendre. Ils sont derrière les Aces d'Oakland, Sacramento, Vegas. Là. Les trois, là, les Oui, trois sont devant. oui. Mais, Oui, mais tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit. Tu peux pas dire les A's de Sacramento. je vais le dire pareil. Fait Oui, que ouais. je suis un peu tête dure. Fait que les Aces, tu sais, quand même, puis une fiche de 9-16 versus 7-19, c'est quand même un 2 matchs et demi d'écart avec les Aces. Mhm. Les Aces, c'est pas glorieux, là. Tu sais, quand il y a juste les, comme je l'ai dit, là, dans l'américaine, quand il y a juste les White Sox qui sont derrière toi de loin, là, c'est vraiment pas une bonne équipe, les White Sox, on s'entend là-dessus, mais on pouvait pas s'attendre à ce que les Astros soient si bas. Puis à 7-19, je veux dire, la saison n'est pas terminée, mais rendu là, c'est quasiment impossible de faire les séries. Ça va prendre un miracle pour que cette équipe-là fasse les séries. Il va falloir pratiquement remporter 3 matchs sur 4 jusqu'à la fin de la saison. Puis tu parlais des White Sox, on les attendait là. Les Aces d'Oakland, on les attendait là aussi. Là, présentement, là, où est-ce qu'on se parle, sont en train de gagner sur les Yankees. Ils sont en train de diviser une série de 4 matchs contre les Yankees. Donc, vont Mhm. continuer à progresser au classement si ça se poursuit. Donc, les Aces sont vraiment dans un trou. Où est-ce qu'ils sont en train de creuser leur trou. On n'est pas en train de s'en sortir. Ils viennent d'être balayés par les Cubs de Chicago. Donc, on n'est pas sur la pente montante, on est sur la pente descendante. On creuse de plus en plus notre trou. Puis ça va être de plus en plus difficile à remonter. Puis c'est pas comme s'il n'y avait pas des bonnes formations dans la Ligue américaine. C'est pas seulement d'avoir une bonne fiche, ça va être d'avoir une meilleure fiche au final que certains clubs qui ont un bon début de saison, qui vont pouvoir se permettre d'avoir quelques moments plus difficiles dans la campagne. Donc, ça ne va pas bien. Puis, je ne vois pas vraiment comment il pourrait s'en sortir. À ce point-ci, il est tôt, évidemment, là, mais Alex Bregman est un joueur de location. Penses-tu qu'il Mhm. pourrait finir la campagne ailleurs? Ben, c'est sûr et certain que si la barque ne change pas de côté à Houston, on va l'échanger parce que pourquoi le perdre pour rien alors que tu Mhm. peux avoir probablement quelque chose de très bon? Alex Bregman, dans une formation qui aspire aux grands honneurs, peut changer complètement un alignement offensif. Puis même si Bregman ne va pas bien, même jusqu'à la date limite des transactions, juste le fait de changer d'air, d'arriver dans un club qui peut gagner dans cet esprit-là, ça peut changer ce frappeur-là cette saison. On parle de Bregman, évidemment, c'est un choix facile parce qu'il y en a beaucoup qui l'envoient sous d'autres cieux en 2025, demanderaient beaucoup trop d'argent aux yeux des Astros de Houston, représenté par Scott Boras aussi, donc on se doute qu'il n'y aura pas de prolongation de contrat en vue. Puis d'après moi, Encore Boras lui? aimerait ça une transaction. D'après moi, Boras aimerait ça une transaction, hein, parce que ça empêcherait Alex Bregman de recevoir une offre qualificative en Ouais, cours de saison. Ouais, moi je pense que Boras est à la base de la chute des Astros de Houston. tout est dans tout. Tu viens de l'expliquer là. Mais Scott Boras contrôle tout. Là. Lui, il se pense plus grand que le sport. Fait que ça se peut, là. Ouais, complètement. Fait que, écoute, j'ai hâte de voir ce qu'il va avoir l'hiver prochain aussi, Bregman, là, qui est, comme on l'a dit, là, qui va être joueur autonome. Sébastien, avant de passer à la période de questions, là, s'il y en a qui ont des questions, d'ailleurs, là, j'en vois une là, de Sylvain là, depuis tantôt là, que je reluque, là, qu'on va répondre évidemment là, durant la période de questions. Je voulais qu'on glisse un petit mot sur Masataka Yoshida. Durant l'hiver, chez les Red Sox, on a dit ouais, pas assez bon pour gérer le champ gauche, on va le mettre frappeur de choix. Et là, ça fait quelques matchs qu'il ne joue pas. En fait, là, plus souvent qu'autrement, il n'est pas un partant. Comment ça être fâché, Yoshida? Là? Qu'est-ce qui se passe à Boston de ce côté-là? Parce que ça va bien malgré tout le début de saison. Même si tout le monde est blessé, le club continue de gagner, ça va bien. Puis là, tu as ce petit début de controverse-là qui naît avec Yoshida, tu sais, il n'a pas l'air de vouloir critiquer publiquement, mais en même temps, il n'a pas l'air de vouloir complètement se taire parce que je pense qu'il veut que la situation change. Il veut avoir du temps de jeu, c'est normal. Mais présentement, ça ne fonctionne pas. Puis Alex Cora a clairement un problème qui se dessine sous les mains. Je ne veux pas dire que c'est un problème pour le moment, mais le problème est en train de se dessiner très, très, très clair.
Oui, exactement. Puis là, ça va relativement bien pour les Red Sox. On vient de perdre la dernière série contre les Guardians, mais quand même, ça va bien. Ils performent au-delà des attentes jusqu'à maintenant cette saison. Donc, on pourrait se passer de ce genre de controverse-là. On a déjà assez de blessés à gérer puis de choses à gérer dans cet alignement-là qu'on ne veut pas rajouter un Yoshida qui est pas heureux. Mais d'un autre côté, tu ne veux pas mettre un joueur qui ne performe pas sur le terrain qui peut te faire perdre des matchs juste pour satisfaire son ego ou son temps de jeu. Donc, c'est vraiment pas une situation facile pour Alex Cora présentement, mais j'ai vraiment l'impression qu'il prend la bonne décision. On l'a vu dans les dernières années, Yoshida, au champ extérieur, c'est très difficile. On le sait, c'est pas facile de jouer à Fenway Park, mais c'est pas seulement Fenway Park qui lui crée des ennuis au champ extérieur. Puis là, on lui a dit tu vas remplir le rôle de DH, mais pour le moment, il n'est comme pas assez performant pour remplir ce rôle-là. On en a d'autres dans l'alignement. Puis on peut faire une rotation également, donner des journées de congé. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre option que de devenir un joueur de banc. Puis on peut comprendre qu'il n'est pas satisfait. En plus, avec le contrat qu'il avait signé Mhm. avec les Red Sox, bien au-delà de ce qu'on s'attendait, puis bien au-delà de ce que les autres clubs de la MLB voulaient payer. Donc, c'est vraiment pas évident. 5 ans, 90 millions de Mm. dollars, son contrat. Euh, Quand même assez imposant à ce niveau-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, évidemment. Tu sais, si c'est un Yoshida qui performe bien, ça règle bien des problèmes, puis ça te permet justement d'apporter de l'offensive que l'avant-champ au complet qui est blessé littéralement peut pas t'apporter. Donc, non, ça va prendre des solutions du côté de Boston, puis espérons pour eux là, que ça ne devienne pas un trop gros problème. Ça fait cher du joueur Euh, de banc. Sébastien, allons-y tout de suite. Je vois là, des questions là, qui commencent à rentrer justement. Là. Allons-y avec la période de questions. C'est vrai que c'était plus habile que moi parce que je te vois là, pendant qu'il y a les petits visuels. Là, toi, tu bois toujours l'eau à ce moment-là. Là. Moi, je le bois toujours pendant que je parle. Ben, pendant que tu parles, pendant qu'il y a le visuel. Là, toi, on ne le voit pas, mais tu es toujours bien hydraté. Sébastien fait bien ça. Là, une petite main d'applaudissement pour Sébastien et sa gestion de l'eau. Euh... Je pensais pas parler Sébastien, de ça ce soir. non, moi non plus, honnêtement. OK, c'est Je vais bon. être bien honnête, là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Euh, Sébastien, on pensait parler des Pirates de Pittsburgh. J'ai décidé de le garder pour la période des questions parce que Sylvain nous a lancé sur Paul Skeens. Donc, je veux que tu mettes la question, puis après, on parlera un petit peu là, de Jared Jones aussi, de qui on voulait parler. Donc, évidemment, Mitch Keller qui est là, tu as Jared Jones, tu as Paul Skeens qui va se joindre. Ça va faire un beau gros trio. Paul Skeens, là, toi qui connais bien les espoirs, je sais que tu l'as bien scouté aussi là, quand il était repêché l'an passé. Est-ce que tu as un comparatif avec ce lanceur-là? Tu sais, je sais que le nom de Garrett Cole avait été soulevé. Est-ce que c'est une comparaison que tu aimes ou pour toi il y a des différences ou tu espères le voir avec les Yankees dans 7 ans? Ouais, ça peut arriver, ça serait le même chemin. C'est Garrett Cole qui passe. C'est sûr que Cole a passé par les Astros, mais quand même, s'est Ah ouais, retrouvé mais. avec les Yankees. Fait que pourquoi pas un Skins qui se retrouve dans le Bronx. Mais oui, il y a des comparaisons avec Garrett Cole. Tu sais, des lanceurs qui peuvent lancer avec beaucoup de vélocité, mais qui ont également du contrôle. Dans le baseball d'aujourd'hui, on voit des lanceurs qui peuvent lancer à des vitesses folles, mais qui ont un petit peu moins de contrôle. Mais ces deux lanceurs-là, Skins et Cole, sont capables de contrôler ce qui envoie au marbre, ont quand même un bon arsenal qu'ils utilisent au bon moment également. Donc, c'est ça qui fait une différence, de ne pas seulement avoir une balle rapide explosive, mais d'avoir d'autres lancers qu'on sort au bon moment qui déjouent les frappeurs adverses. Donc, oui, la comparaison est bonne. Tous les lanceurs qui ont un bon contrôle et qui sont capables d'avoir de la vélocité sur leur balle rapide sont des comparables pour Paul Skeens. Euh, à la base, on voulait parler aussi de Jared Jones, qui, moi, est une de mes révélations cette année. C'est pas un nom qu'on connaissait énormément. C'est un espoir des Pirates là, qui fait ses débuts présentement dans le baseball majeur. À ses 5 premiers départs, il y a au moins 7 retraits au bâton. Garde les adversaires en respect. Et il y a eu là, ce fameux tir qui est survenu cette semaine. Là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai jamais vu une balle glissante. Écoute, elle était glissante. Là. Ça, je peux te l'annoncer. Là. Il n'y avait pas de résine de pain là-dessus pour essayer de la contrôler. Là. La balle est partie à son compte. C'est pas compliqué. Le frappeur qui s'est lancé quand même, il a eu l'air complètement niaiseux parce que c'était un tir de très, très grande qualité. Mais outre ce tir-là, Jared Jones est un joueur qui s'impose.
Puis c'est le fun à voir pour les Pirates, là, tu sais, qui sont en train de construire quelque chose. Ça va moins bien depuis une couple de semaines. Ils ont commencé 9-2, là, ils jouent pour 500. Là, on perd plus qu'on gagne là, au cours des dernières semaines. Mais au moins, il y a une lumière au bout du tunnel présentement du côté de Pittsburgh. Là. Oui, il y a beaucoup d'espoir. Puis tu parlais de tenir en respect les frappeurs adverses. Le lancer qui a fait cette glissade-là, ça manquait totalement de respect pour le frappeur Ouais, adverse, dans le sens ouais, qu'il a complètement déjoué. On a rarement vu ça. Là. ouais. C'était incroyable comme lancer, mais ce n'est pas seulement ce lancer-là. C'est une Mhm. machine à retrait sur 3 prises à un si jeune âge. Donc, on a vraiment un bel avenir chez les Pirates. La question qui demeure toujours à Pittsburgh, c'est est-ce qu'on va les garder? J'ose espérer qu'on va les garder pour les prochaines années parce qu'ils sont encore sous le contrôle de l'équipe. Puis on pourrait construire un excellent top 3 avec ces éléments-là. Mais à un moment ou à un autre, il faut les payer. Mais d'ici là, on est capable de construire un excellent noyau. Oui, dans cette rotation-là, mais également aux alentours, dans cet alignement de frappeurs aussi. On l'a vu, là, on a une jeune formation qui est capable de performer. Là, c'est un peu plus difficile. C'est sûr que ça va être plus dur de le faire sur une longue saison, mais dans les prochaines années, si on construit avec ça, si on ajoute des pièces, on a une bonne formation sous la main dans une division où personne semble prendre la pôle. Donc, on a une fenêtre d'opportunité. Là. Reste à voir si Bob Nutting, qui est le propriétaire là-bas, va décider de sortir son argent. Ça, c'est vraiment pas fait. Mais écoute, peut-être que la meilleure chose qui pourrait leur arriver, c'est comme les Orioles, de voir le club être vendu à quelqu'un qui a de l'argent et Ouais, qui aime ça l'utiliser. ouais. Mais ça, c'est un Et autre débat. les Orioles avaient déjà commencé. Ouais, ils Tandis sont que s'entend. là, les Pirates, ils partent d'un petit peu plus loin si jamais ça leur Mhm. arrive. Ouais. On s'entend là-dessus. Sylvain qui aime ta comparaison d'ailleurs là, au niveau de Paul Skeens, excuse-moi. Denis qui nous dit bravo encore, super podcast. Merci Denis. Merci à tous ceux qui nous écoutent aussi. Là, c'est toujours un plaisir là, de partager cette passion-là du baseball. Là. C'est pour ça qu'on a le site, c'est pour ça qu'on a le podcast aussi. Donc, merci de nous écouter, Denis. Denis, d'ailleurs, qui avait aussi une question par rapport au baseball en tant que tel. Un de ses joueurs préférés, c'est Freddie Freeman, excellent joueur de premier coussin des Dodgers de Los Angeles. Il aime le joueur, il aime l'attitude. Tu sais, tantôt, Sébastien, on parlait de Juan Soto qui veut jouer 162 matchs. Freddie Freeman, c'en est un aussi là, qui veut jamais débarquer, puis qui veut jouer, puis qui veut pas débarquer en fin de match, même si c'est 10-1 pour l'autre équipe ou peu importe. C'est un gars qui aime compétitionner, puis on dirait qu'on en parle peut-être un petit peu moins parce que Shohei Ohtani a fait au début de saison, parce que Mookie Betts retient l'attention, parce que par la force des choses, c'est un gars sur qui les caméras se braquent beaucoup. Freeman est un petit peu plus tranquille, on va le dire comme ça. Et quand il arrive au bâton et qu'il est en forme, il est capable d'être dévastateur. Donc, je suis d'accord avec Denis, là, c'est un joueur qui est quand même très agréable à regarder. Oui, j'espère donc. C'est un leader silencieux. Il fait le travail qu'il a à faire. Mais Denis parlait d'attitude. C'est vrai qu'il a aussi une très bonne attitude, puis une attitude de gagnant, une attitude pour ses coéquipiers. Je me rappelle pas quel frappeur, mais c'était un frappeur des Brewers qui avait fait un circuit, puis avait fait une petite célébration qui n'avait pas vraiment sa place à ce moment-là dans le contexte du match. Et Freeman lui avait passé son message. Puis tu sais, ça rallie ses coéquipiers dans le même sens. Donc, c'est un leader silencieux, mais qui, au bon moment, va passer le message qui a passé. Est-ce que c'est weird pour toi de voir Freddie Freeman sous les couleurs des Dodgers à ce point-ci? Moi, je me suis habitué, mais on dirait que c'est quand même un. On a quand même Atlanta en tête hein, quand on passe à Freddie Oui, Freeman. Là. Tu sais, même si je te oui. dis, comme je te dis, on s'est habitué, puis c'est sa troisième saison, si je ne me trompe pas, mais on l'identifie quand même au bras d'Atlanta. Ah, c'est sûr et certain. Mais ce qui est dommage aussi, c'est de la façon que ça s'est terminé à Atlanta. Ouais, Une petite ouais. mini controverse. On n'était pas trop sûr de ce qui se passait à l'interne. Mais on peut dire que les Braves ont quand même fait du bon travail pour le remplacer. Je ne pensais pas que c'était possible de remplacer Mhm. Freddie Freeman, le visage de la franchise à Atlanta, mais Alex Mhm. Antopoulos l'a fait. Ouais, c'est ça. C'est quasiment comme s'il savait ce qu'il faisait, Alexandre Poulos. C'est quasiment ça. On se pose des questions. Sébastien aura remarqué que mon père n'a pas été présent durant sa live, n'a pas posé de questions, n'a pas Ça, ça, interagi au début ça, c'est pas quand bon. C'est pas bon. a pas interagi au début quand on parlait là, du film des expos là, avec je suis allé avec lui là, la semaine dernière. Il m'a texté, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité chez eux. Fait que c'est la raison pour Oh! laquelle il a pas pu, il peut pas écouter le live. Ceci étant dit, il m'a quand même texté parce qu'il y avait une question à nous poser. Fait que je vais te la soumettre Ah ben là, quand là, même. ça me rassure, là. Ouais, ouais, non, il va Oui. bien, là, inquiète-toi Ouais, pas. Là. OK, c'est bon. La question, c'est sur le début de saison d'Édouard Julien.
qui présentement est en feu. Là, on enregistre le jeudi soir. En date de jeudi, il a frappé 2 circuits. Il a aidé évidemment les Twins à ce niveau-là, là, un club qui n'a pas beaucoup d'attaques. Il est rendu à 7 circuits quand même. Là. Oui, il y a une moyenne qui est basse, mais c'est un gars qui est capable de frapper la longue balle. A frappé contre un gaucher là, un petit peu plus tôt cette saison, s'améliore défensivement. La moyenne n'est pas énorme encore, on s'entend, là, le début de saison a été plus difficile, mais il est en train de se racheter, il est en train de prendre une place présentement du côté du Minnesota, où il y a quand même plusieurs blessés. Donc, il y a une place à prendre et il est en train de le faire. Oui, exactement. Puis c'est surprenant que la moyenne soit basse puis que le total des circuits soit élevé. C'est vraiment surprenant pour un joueur comme Édouard Julien, qui est plus un frappeur de moyenne, un frappeur qui a un excellent œil au bâton. Mais là, c'est un peu l'inverse. Le début de saison est un petit peu so-so, mais là, dans la dernière semaine, on sent qu'il est en train de prendre son air d'aller. Quelques circuits, puis là, il commence à frapper un on voit l'Édouard Julien de la dernière saison, beaucoup plus sélectif, prend de meilleurs lancers pour pousser la balle quelquefois au champ opposé comme il est capable de le faire. Donc oui, il est en train de prendre sa place. S'il est capable de frapper contre les lanceurs gauchers, mais il n'y a pas d'autres joueurs de deuxième coussin que les Twins du Minnesota peuvent placer sur le terrain. C'est ça qu'Édouard Julien veut, avoir un poste de régulier, on le comprend. Donc, s'il continue sur cette lancée-là, c'est cette place-là qu'il va prendre chez les Twins. On a Denis qui félicite justement Édouard Julien là, pour la séquence qu'il traverse présentement et qui nous dit que Freddie Freeman, justement, il l'aime mieux du côté d'Atlanta. Je ne serais pas étonné qu'éventuellement, peut-être pas comme joueur, là, mais qu'il y ait un poste éventuellement avec les Braves. Ceci étant dit, avec les Dodgers, commence à s'habituer. C'est un gars de la Californie aussi. Là, donc, bref, un joueur qui fait jaser à ce niveau-là. Martin qui nous dit que ça ferait bizarre Mike Trout Mm. dans un autre uniforme. Ça m'inspire justement une question alentour de ça. C'est une question qu'on se pose, je pense, à tous les 2 mois concernant Mike Trout. Il va-tu Pas deux finir par semaines. demander une transaction? Il va-tu en demander une maudite transaction? Ben, on s'attend tous à ça, mais c'est seul lui qui peut répondre à cette question-là. C'est lui qui a un peu ce pouvoir-là, entre guillemets, dans le sens que s'il demande une transaction, je n'ai pas l'impression que les Angels vont lui refuser. Mais présentement, Mike Trout a un excellent début de saison, là, frappe très bien, ça va bien, semble être en santé. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre question. Mais malgré tout ça, ben, les Angels ne sont pas au niveau où est-ce qu'ils pourraient se qualifier en séries éliminatoires, ne sont pas au niveau où est-ce qu'ils pourraient faire un bon bout de chemin durant l'automne. Donc, est-ce que ça va peser dans la balance? On le sait, il veut gagner, mais avec les Angels. Mais pour le moment, on n'a C'est pas les éléments. contradictoire, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme deux choses qui ne vont pas ensemble, Mhm. là. Qui ne Ouais, sont pas arrivées depuis très longtemps. Donc, non. c'est ça qui pourrait peser dans la balance parce que présentement, il est en train de tirer ce club-là. On a un commentaire de Xavier Pereira ici qui nous remercie parce que le baseball, ça se passe toujours plus du côté américain. Lui, il nous suit depuis le Portugal et il nous remercie de commenter le tout en français. Merci de nous suivre, Xavier, là, en direct du Portugal. Là, c'est très apprécié. Puis c'est ça qu'on veut justement bâtir une communauté en français pour suivre le baseball. Sébastien, on a une dernière question ici. S'il y en a qui en ont une petite rapide, n'hésitez pas à la poser là parce qu'on va bientôt mettre fin au live. On a Sylvain qui nous parle des Dodgers qui partent lentement. Est-ce que tu les vois toujours terminer au premier rang de la division ouest de la nationale? Moi, ma réponse est oui. Je pense qu'ils vont finir par prendre leur air d'aller. Puis, entre toi et moi, à date limite des transactions, ils vont aller chercher ce qu'ils ont besoin. Je ne serais pas étonné que Kenley Jensen revienne d'ailleurs du Mhm. côté de Los Angeles si ça continue. Donc, moi, je pense qu'ils vont rester, qu'ils vont terminer, excuse-moi, au premier rang de cette division-là. Toi, c'est quoi ta lecture de la situation? Ouais, même chose de mon côté. Tu sais, oui, on considère que c'est un lent départ, mais encore là, nos attentes étaient très élevées avec ce club-là. Ça va relativement bien. Ça s'est bien passé contre les Nationals de Washington. Oui, ça reste les Nationals, mais il faut gagner ces matchs-là. C'est un club du baseball majeur qu'on affronte. Donc, je pense que ça va se placer tranquillement. C'est vrai qu'on a des choses à adresser. C'est vrai que notre rotation partante, on a des trous à l'intérieur. Un Mookie Betts à l'arrêt course, c'est pas nécessairement la meilleure des choses à long terme, mais on va le faire. C'est pas vrai qu'on a fait toutes ces acquisitions-là durant la saison morte, puis qu'on va laisser ce club-là se planter durant la saison, durant les séries. Non, on va combler les lacunes. Puis ça coûtera ce que ça coûtera. Là, on le sait à Los Angeles, c'est pas ça le problème.
Non, exact. Puis avec le président qui a une sécurité d'emploi, C'est ça. tu sais, s'il se fait congédier, Shohei Ohtani a une option de sortie. Le propriétaire veut définitivement pas ça. Fait que Andrew Friedman peut faire à peu près ce qu'il veut. Il a un budget à peu près limité. Fait que regarde, il va avoir du fun, lui, je te le garantis, la prochaine date limite pour Mais là, essayer j'ai une de combler question. ses besoins. Est-ce qu'il y a une sécurité d'emploi jusqu'à la fin du contrat, jusqu'à toutes les années étalées du contrat d'Otani ou juste pour les 10 ans où est-ce qu'Otani va être à Los Angeles? Moi, là, en fait, je vais te le dire, il y a une sécurité d'emploi tant qu'Otani est bon. Parce que si à un OK. moment donné, il devient plus bon, ben, donne-lui une option de sortie. C'est correct. Crash Oui, sur c'est ça. 70 millions. Mon homme, là, tu le feras Oui, pas. Fait qu'il y a une sécurité d'emploi tant que Shohei ouais. Ohtani est bon. C'est ça la Bon point. réalité des choses. Bon point. Denis qui a un commentaire là, qu'on va utiliser là, pour terminer le show comme ça. Là, c'est triste de ne pas voir Mike Trout en série, mais au moins, Ohtani, lui, il y sera pour la première fois de sa carrière. Sébastien, c'est ce qui nous amène à la fin du show et c'est vraiment un jeu de mots qui est voulu là, avec la nouvelle chanson là, des Cowboys fringants là, qui est sortie. Là. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'album, là, un album extraordinaire. Mm. Je suis peut-être biaisé un peu parce que je suis un grand fan des Cowboys, là, mais ça, c'est un détail. J'espère que vous avez apprécié l'album. J'espère que vous avez apprécié le live, évidemment, parce que pour nous, pour Sébastien Berroir, Charles-Alexis Brisebois, ça a été un plaisir, encore une fois, de vous parler baseball. Puis pour ceux qui veulent poursuivre la conversation, que ce soit écouter nos podcasts ailleurs, que ce soit nous suivre pour les articles, où est-ce qu'on va, Sébastien? On va un peu partout. Tout d'abord sur notre site Internet, bien sûr, passionmlb.com, où est-ce qu'on peut retrouver tous nos articles et tous les épisodes du podcast, mais également sur toutes les plateformes, dont celle où est-ce qu'on est en live présentement, donc Facebook, YouTube et Twitter ou X, mais également sur les plateformes où est-ce qu'on pourra les réécouter par la suite, soit Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music. Donc, si vous cherchez Passion MLB sur la plateforme de votre choix, vous allez nous trouver. Juste prenons une petite question, vite fait, là, un petit 2 secondes comme ça. Xavier qui nous parle des Padres de San Diego. Fernando Tatis Jr., qui depuis qu'il est revenu, là, ça va quand même assez bien pour lui, là, on s'entend. Je ne sais pas si ça va réussir à l'amener jusqu'en séries éliminatoires, à amener son équipe, mais ça va bien pour lui ça allait bien pour lui l'an passé, a réussi à bien s'adapter à une nouvelle position. Donc, on verra ce qu'il arrivera à faire cette saison. Donc, Sébastien, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. Nous, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Passez une excellente semaine de baseball.